Dans l'actualité ce soir, Londres, capitale du monde. Barack Obama est en train d'arriver en Grande-Bretagne pour participer au G20. Nicolas Sarkozy hausse le ton, il menace de quitter le sommet en cas de résultats insuffisants. Et en plein débat sur les paradis fiscaux, le ministère français de l'économie saisit la justice concernant 3 grands groupes. Michelin, Adidas et une filiale de Total sont soupçonnés de fraude fiscale et peut-être de blanchiment au Liechtenstein. Un nouveau projet de loi pour faciliter l'adoption. Il vise à accélérer la procédure pour les enfants abandonnés ou placés à l'aide sociale, souvent âgés de plus de 5 ans. Nous suivrons l'histoire d'une famille. La mort au bout du rêve. Plus de 230 clandestins sont morts ou portés disparus en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation. Ils étaient partis de Libye pour gagner l'Italie. Enfin, plus fort que les grands patrons, mais très loin de leurs collègues étrangers, nous découvrirons le palmarès des salaires des joueurs de football français. Au sommet, Karim Benzema, 400 000 € par mois. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, ce nouveau signal de la radicalisation du climat social en France. Depuis ce matin, 4 dirigeants de l'usine Caterpillar à Dijon sont retenus, séquestrés dans le bureau du directeur à Grenoble. Là-bas, 733 emplois doivent être supprimés. Jean-François Firet, Jean-Claude Martin. Au volant du monospace, le directeur des ressources humaines de Caterpillar, évacué sur ordre des médecins pour un problème cardiaque après 8 heures de séquestration. Ce soir, les ouvriers retiennent toujours 4 autres de leurs dirigeants au premier étage de leur usine. Ce matin, ils sont d'abord une dizaine, puis très vite une centaine à envahir les lieux et empêcher toute sortie de leurs patrons, retranchés dans les bureaux. Dans la bousculade générale, la porte cède. Les dirigeants sont là, hagards, sous le feu des huées et des sifflets. On est en grève, on n'est pas au chômage. On est en grève, voyou. On n'a pas les allées et venues libres qu'on pourrait s'attendre à avoir, afin de donner une chance. Vous êtes un voyou. Le directeur ne pourra pas en dire plus. Avec la situation qu'il y a maintenant, vous n'avez même pas réuni les gens et discuté avec eux comme vous faites chaque fois pour Alpexpo. Caterpillar, groupe américain de construction d'engins de chantier, a annoncé il y a 2 mois un vaste plan de suppression d'emplois, 22 000 dans le monde, dont 733 sur 2600 à Grenoble. Les salariés n'ont trouvé que cette solution de la prise d'otage, comme ils disent, pour espérer se faire entendre. On veut surtout qu'il y ait un partage équitable des richesses qui ont été obtenues grâce à la force vive de cette entreprise, c'est-à-dire les salariés. Voilà. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils ne veulent pas négocier. Donc, ils vont rester là, ils vont dormir là, afin qu'ils réfléchissent, parce qu'on ne peut pas flouer les salariés comme ça. Aucune négociation n'a pu être entamée aujourd'hui. À Grenoble, un long bras de fer a semble-t-il commencé. Et nous y revenons bien sûr d'ici à la fin de ce journal en cas de nouvelles informations. Et puis une image du dernier jour de l'acierie ArcelorMittal à Gandrange. L'usine a fermé définitivement ce mardi. Une centaine de personnes ont manifesté à l'appel de la CGT pour dénoncer les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy qui s'était engagé il y a 14 mois à maintenir l'activité. De son côté, la direction d'ArcelorMittal affirme avoir trouvé une solution en termes d'emploi ou d'accompagnement pour 80% des salariés. On en vient maintenant à la grande affaire de la semaine. L'Europe accueille Barack Obama. Le président américain va atterrir dans les minutes qui viennent à Londres pour le G20, sommet très attendu. Certains espèrent qu'il va définir de nouvelles règles pour le capitalisme. On en sait un peu plus ce soir, on va y venir dans un instant. D'abord les images du président américain et d'une capitale britannique sous contrôle renforcé. Arnaud Boutet, Laurent Desbois. Depuis 2 mois, il planche sur la récession américaine. Aujourd'hui, il s'envole pour affronter la crise mondiale. Premier voyage en Europe du président Obama. Direction Londres, le G20, où dès jeudi, les plus grands se retrouvent avec le G8, français, américain ou britannique. Un groupe élargi aux pays à forte croissance. La Chine, Hu Jintao, le Brésil, de Lula. En tout, 20 chefs d'État et de gouvernement. Ils représentent 90% de la richesse mondiale. Sur la photo, ils seront encore plus nombreux, avec notamment Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI. Un sommet, 2 visions. Les Américains veulent plus de relance, les Européens plus de régulation des marchés, avec une cible commune, les paradis fiscaux. Mais dans les rues de Londres, la préoccupation est plus terre à terre. J'ai un peu peur. Je dois aller travailler et il va y avoir beaucoup de monde. 10 500 policiers prévus, du jamais vu, des magasins barricadés et déjà une première mise en garde à l'attention des manifestants. Nous, on leur dit, attention, en cas de violence, nous vous arrêterons sur le champ.
Dans ce quartier où la cravate sert d'uniforme, les banquiers le savent. Ils pourraient servir de cible face aux manifestants. Alors, la consigne est claire. Éviter les costumes, les cravates, les sacoches, les ordinateurs, tout ça. Venir tôt, repartir tard. Ce soir, la police vient de repérer un paquet suspect. La première manifestation anti-G20 est prévue demain matin. Voilà, des banquiers ou des financiers qui vont se déguiser en Monsieur Tout-le-Monde. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct de Londres. Toute la journée, il y a eu des fuites sur le contenu de l'accord de ce G20. Est-ce qu'on peut dire que l'essentiel finalement est déjà négocié ? Alors bien sûr, ce communiqué a été âprement négocié ces dernières semaines et finalement une bonne partie du texte est déjà écrit, même si bien sûr il y aura quelques ajustements. Alors sur le fond, on sent déjà qu'il y a un rapprochement entre les points de vue d'une part des Européens et d'autre part des Anglo-Saxons. La preuve, c'est le discours qu'a prononcé aujourd'hui le Premier ministre Gordon Brown. Gordon Brown qui a beaucoup insisté sur la nécessité de moraliser l'économie et donc de la réglementer. Réglementer, c'est essentiellement ce que souhaitent les Européens. Alors les règles, elles vont entre autres concerner la rémunération des banquiers. Les hedge funds, les fonds spéculatifs vont être mieux contrôlés. Et enfin, le Fonds monétaire international, le FMI, devrait sortir avec un rôle renforcé après ce G20. Maryse Burgot à Londres, merci Maryse. Alors toute la question est de savoir s'il s'agira seulement de bonnes intentions, de généralités, ou si les grands de ce monde iront plus loin. Nicolas Sarkozy en tout cas fait monter la pression. Si l'on en croit le Figaro, voici ce qu'il aurait déclaré il y a quelques jours. Si ça n'avance pas à Londres, ce sera la chaise vide, je me lèverai et je partirai. Le président de la République qui a évoqué aussi ce sommet lors d'un déplacement à Châtellerault. Alix Bouillaguet, David Fossard. C'est presque devenu une habitude. À chaque déplacement de Nicolas Sarkozy en région, son lot de manifestants, plus de 2000 à Châtellerault. Mais ce matin, la tension est montée d'un cran. Aux œufs et aux pierres, les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de grenades lacrymogènes, une dispersion efficace. L'agence de Châtellerault compte parmi nos 12 points d'accueil. Mais Nicolas Sarkozy, à quelques centaines de mètres de là, n'aura rien vu. Il avait autre chose en tête, la crise internationale et surtout le sommet du G20. Il faut qu'on obtienne des résultats, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. La crise est trop grave pour qu'on se permette de faire un sommet pour rien. Vous savez, sur le théâtre international comme sur le théâtre national, les forces du conservatisme sont toujours très grandes. Merci. Nicolas Sarkozy rêve d'être le grand ordonnateur de la remise à plat du capitalisme. Dans l'entourage du chef de l'État, ce qu'on redoute le plus, un G20 qui ne serait qu'un aveu d'impuissance. On l'a entendu tout à l'heure, parmi les sujets centraux qui seront évoqués jeudi à Londres, il y a les paradis fiscaux. Eh bien, le G20 est rattrapé par l'actualité. Le journal Le Parisien a révélé ce matin que le ministère des Finances français avait saisi la justice concernant des transferts d'argent de 3 grands groupes français au Liechtenstein. C'est la suite du scandale qui avait éclaté en Allemagne il y a quelques mois. Explication Sophie Brune, Thierry Breton. Tout commence début 2008 avec les révélations de cet homme. Heinrich Kieber, un informaticien, travaille alors pour la banque LGT basée au Liechtenstein. Il livre au service secret allemand un DVD qui contient une liste de 160 comptes soupçonnés de servir à la fraude fiscale. Parmi les contribuables soupçonnés, une soixantaine de comptes français. Ce matin, Bercy a annoncé la transmission de certains éléments à la justice. Nous avons à la fois permis à des personnes qui ont été repérées avec des enquêtes, qui ont été reçues de se mettre en règle et donc de payer, en fait, de payer l'impôt qu'elles n'avaient pas payé et de payer les pénalités très lourdes que le fisc a mis. Et puis de l'autre, il y a quelques dossiers, 3 dossiers qui ont été transmis à la justice parce que le fisc n'avait pas les moyens d'enquêter. D'après Le Parisien, il s'agit de Michelin, Adidas et Elf. Le parquet confirme étudier ces dossiers et pourrait ouvrir une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. De quoi s'agit-il ? Toute entreprise française est censée payer des impôts au fisc. La fraude consiste à ne pas payer une partie de l'impôt. Si cet argent est ensuite placé dans un paradis fiscal comme le Liechtenstein, il s'agit de blanchiment. Selon Le Parisien, les entreprises auraient utilisé des structures écrans basées au Liechtenstein. La fondation Copa pour Michelin, Elf Trading pour Total et 6 autres pour Adidas.
Les trois entreprises, Total, aujourd'hui propriétaire de Elf, Michelin et Adidas, ont démenti ces accusations. Alors, plusieurs dizaines de paradis fiscaux sont officiellement recensés dans le monde. Voici un exemple de ces dérives et des escroqueries qu'elles permettent. Il s'agit de l'archipel d'Antigua et de Barbuda, quelques îles minuscules au nord de la Guadeloupe, peuplées de 70 000 habitants. Antigua lave plus blanc. Reportage de nos envoyés spéciaux, Julien Beaumont, José Boulessex. L'île a tout pour plaire. 153 km de côte, eau turquoise et sable blanc. Antigua et Barbuda, un État indépendant, un paradis fiscal. Ici, pas d'impôts sauf pour les sociétés et le secret bancaire est de rigueur. Un homme en a bien profité. Son nom se retrouve sur toute l'île, Robert Alan Stanford. En 20 ans, il a construit un empire, 2 banques, un journal, un club de sport et même un stade de cricket. C'est mon patron et je le soutiens à 100%, quels que soient ses ennuis. Robert Alan Stanford, alias le Madoff des Caraïbes. La Stanford International Bank promettait 15% de rendement annuel. Pour y parvenir, les données, comme les promesses, étaient fausses. Selon les enquêteurs américains, à l'origine de l'affaire, la fraude atteindrait les 7 milliards d'euros. Difficile de connaître le montant exact. En ce moment, l'établissement n'est pas très accueillant. Excusez-moi, vous n'avez aucune autorisation d'être ici. Je vais donc vous demander de partir. Cette journaliste a suivi toute l'affaire. Et selon elle, impossible d'identifier le nombre de clients floués. Les comptes pour les clients étrangers sont très opaques. Tellement opaques que depuis que l'affaire a débuté, nous ne savons toujours pas combien d'investisseurs il avait. Nous savions qu'ils étaient nombreux. En ce moment, nous parlons de centaines, peut-être de milliers de personnes flouées. Pas de quoi rassurer les clients, même ceux qui n'avaient qu'un compte chèque chez Stanford. Ma société a décidé de ne plus déposer d'argent ici. Nous allons ouvrir un compte ailleurs. Réfugié aux États-Unis, Stanford attend sa convocation devant le juge. Le FBI s'intéresse de très près à ses liens avec un cartel mexicain de la drogue. Une mauvaise publicité pour Antigua. Le gouvernement a donc décidé de confisquer les terres de Stanford. Parce que dans le climat actuel, la chasse aux paradis fiscaux est ouverte. C'était la décision la plus prudente à prendre. N'oubliez pas que 8000 personnes travaillent pour lui ici. Imaginez si ses possessions étaient tombées dans d'autres mains. Ses actifs auraient été gelés. Et que serait-il advenu de tous ces salariés? Imaginez les conséquences sur l'économie locale. Cette affaire a été débusquée par la SEC. Le gendarme de la bourse américaine s'intéresse depuis quelques mois de très près à tous les établissements bancaires qui proposent des rendements dépassant les 10%, de quoi redorer le blason des enquêteurs financiers après leur échec dans l'affaire Madoff. Autre titre de l'actualité, l'association Greenpeace a-t-elle été espionnée pour le compte d'EDF? 2 hauts responsables de la société, en tout cas, ont été mis en examen. Le système informatique de l'association a été infiltré. EDF dit tomber des nues, dément toute volonté d'espionnage et met en cause un sous-traitant en matière de sécurité. Vincent Fischmann. Greenpeace en a fait une spécialité, les actions coup de poing pour une couverture médiatique la plus large possible. Parmi ses cibles privilégiées, l'industrie nucléaire et EDF. Alors EDF a-t-elle voulu connaître la nature de ses actions à l'avance? Yannick Jadot, l'ancien responsable des campagnes de Greenpeace, en est persuadé. 2 hauts dirigeants d'EDF viennent d'être mis en examen, soupçonnés d'avoir fait espionner son ordinateur. Le fait que des responsables d'EDF soient mis en examen tend à confirmer qu'EDF est très impliqué dans cette affaire d'espionnage. Nous souhaitons que la justice remonte au plus haut niveau. Les investigations ont débuté en 2006. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent d'espionnage une entreprise privée de renseignement, la société Cargus Consultant. À sa tête, un ancien membre des services secrets français, lui aussi mis en examen. Cargus a travaillé pour EDF, mais le groupe dément lui avoir demandé quoi que ce soit d'illégal. EDF, personne morale, est victime des agissements de Cargus Consultant. Aujourd'hui, nous souhaitons pleinement collaborer et coopérer avec la justice pour que dans cette affaire, toute la lumière soit faite. Le dirigeant de Cargus se dit innocent. Devant les enquêteurs, seul un informaticien a reconnu avoir espionné le militant écologiste.
Du nouveau en ce qui concerne l'adoption, un projet de loi qui suscite beaucoup d'espoir pour les familles. Il sera présenté demain. Il concerne les enfants abandonnés ou confiés à l'aide sociale. Jusque-là, la loi insistait sur le maintien des liens, même très ténus, avec les parents biologiques. Le nouveau texte veut au contraire faciliter leur adoption. Il s'agit souvent d'enfants de plus de 5 ans. Nous avons suivi l'histoire d'une de ces familles. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre et Mathieu Nivenglowski. C'est pas un gros mot, je suis un chien, faudrait pas oublier. La complicité, c'est ce qui a incité ce couple à adopter une enfant de 7 ans. Plutôt que d'aller à l'étranger, ils ont accueilli une enfant pupille de l'État, civilisation, une enfant abandonnée. Cela va faire 1 an que Maëva est entrée dans la famille. Je renifle une piste. Pour moi, on est dans une vérité. C'est-à-dire qu'elle arrive avec ses bagages, nous on a nos bagages, on ne se ment pas. Elle sait d'où elle vient, nous on sait d'où elle vient. On lui a expliqué pourquoi sa maman l'a délaissée, parce que ça peut arriver. Très tôt, Maëva avait été confiée à une famille d'accueil en Seine-Maritime. Et sa mère biologique, très jeune, l'avait progressivement délaissée. Mais il a fallu plusieurs années avant de constater cet abandon pour finalement confier l'enfant à l'adoption. On savait qu'elle était dans cette démarche-là, qu'elle avait envie, en termes d'identité, d'avoir un papa et une maman et pas être passée jusqu'à sa majorité dans une famille d'accueil. Assouplir les procédures de délaissement parental pour faciliter l'adoption de ces enfants, c'est ce que vise le projet de loi. Cette pouponnière de Clermont-Ferrand accueille des tout-petits qui ont été retirés à leurs parents pour négligence ou maltraitance. Ils attendent un retour en famille, un placement ou une adoption. Les délaissements, comme on dit, ces professionnels en signalent peu. Leur priorité reste de maintenir le lien avec la famille d'origine. Il n'y a pas beaucoup de situations de délaissement. Sur les environ 800 enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, nous avons 4 à 5 procédures dites de délaissement. C'est ce qu'on appelle les articles 350 du Code civil par an. Des enfants placés, ce foyer en accueille une quarantaine. Pour certains, la relation avec la famille ne tient qu'à un coup de fil par an ou une simple carte postale. Légalement, cela suffit pour qu'ils ne soient pas considérés comme délaissés. Moralement aussi, disent les éducateurs. Il est évident qu'il y a vraiment des vrais traumatismes. Et donc ça ne se répare pas comme ça. Il faut du temps, je pense qu'il faut du côté professionnel. Et si l'amour réglait tout, on le saurait depuis longtemps. Ici, ils bénéficient d'un suivi psychologique. Les parents, candidats à l'adoption, ne sont pas toujours préparés à l'arrivée d'un enfant de plus de 5 ans. D'où des échecs et une nécessité pour ce pédopsychiatre de faire du sur-mesure. Si on parle d'adoption pour des enfants qui ont vécu de telles expériences, il faut plus penser collaboration avec des familles d'accueil éclairées plutôt que de penser à une adoption au sens 19e siècle. On prend l'enfant, on l'aime, il s'en sort, quelle qu'était son histoire avant. Son passé, ses interrogations, les parents de Maëva apprennent à faire avec. Ce n'est pas toujours simple, mais pour eux, c'est la clé de l'épanouissement. On a chacun notre caractère aussi. Donc on apprend à se connaître. Adopter en France un grand enfant, une démarche encore rare. En 2006, sur près de 2300 pupilles de l'État, moins d'un tiers a été placé en vue d'une adoption. L'actualité à l'étranger avec d'abord ce nouveau naufrage en Méditerranée. Il s'agit une fois encore de ces candidats à l'immigration clandestine qui s'entassent par centaines parfois sur des embarcations souvent précaires. Le bilan cette fois est effroyable. Plus de 230 personnes sont mortes ou portées disparues entre la Libye et l'Italie. Renaud Bernard. Les voici de retour au port, quelques dizaines de survivants. Ils voulaient rejoindre l'Europe comme ça, entassés sur un vieux bateau de pêche. Si eux ont été interceptés, c'est que leur embarcation a tenu. 3 autres, identiques, ont coulé. Voici les quelques corps qui ont pu être repêchés. Entre Tripoli et l'île italienne de Lampedusa, 287 km seulement. Un Eldorado à portée de main. Somaliens, Tunisiens, Égyptiens et même Kurdes venus de Syrie, ils ont tenté la traversée dimanche, entassés sur 4 bateaux, au départ de Sidi Bellal, un petit port de la banlieue de Tripoli. Ils n'auront parcouru que 30 km. L'escadre a été prise dans une violente tempête. On distingue parfaitement la perturbation sur cette photo satellite. Comme chaque année,
On observe en ce moment des départs massifs depuis les côtes africaines. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux à partir de Libye. L'an dernier, en Italie, on a dénombré presque 32 000 arrivées à Lampedusa. Cela touche terre. Impossible de savoir combien se noient. Le danger ne décourage aucun de ces candidats à l'exil, même quand ils doivent tenter la traversée avec de jeunes enfants. Oui, 36 000 personnes sont arrivées par la mer en Italie l'an dernier. Et dans un mois et demi, des patrouilles maritimes mixtes seront mises en place avec la Libye. En bref, encore à l'étranger, les excuses de Doutch au Cambodge. L'ancien tortionnaire Khmer Rouge, jugé pour crime contre l'humanité, a reconnu ce matin sa responsabilité et il a demandé pardon aux victimes. Israël a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou présente son équipe au Parlement. Un gouvernement ancré à droite et très hétéroclite pour satisfaire tous les partis représentés. Il n'y a pas moins de 30 ministres, dont plusieurs sans portefeuille et 7 vice-ministres. Il a même fallu rallonger la table du Conseil des ministres. Devant les députés, Benjamin Netanyahou n'a pris aucun engagement précis pour la paix avec les Palestiniens. Il n'a jamais caché qu'il est défavorable à l'idée d'un État palestinien. Et puis c'est l'une des images du jour des représentants américains et iraniens à la même table. Ils se sont même parlé directement. Cela s'est passé à La Haye lors de la conférence internationale sur l'Afghanistan. Il faut rappeler que le pays a 900 km de frontières communes avec l'Iran. Téhéran a fait un nouveau pas en se disant prêt à coopérer au projet de développement. De son côté, Hillary Clinton s'est prononcée pour une réconciliation avec les talibans qui ont renoncé à la violence. Alors cela fait partie de la nouvelle stratégie de Barack Obama. Il faut savoir qu'un général français sera en première ligne pour l'appliquer. Il s'agit du général Stolsteiner. Il dirige les forces de l'OTAN à Kaboul et dans sa région. Nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Mathias Second ont pu le rencontrer et le suivre. Voici leur reportage. Il est le 27e soldat français tué en Afghanistan sous le drapeau de l'OTAN. Le général Stolsteiner préside la cérémonie à double titre. Il est français et il dirige les forces de l'OTAN à Kaboul. Il doit maintenant aider ses soldats à surmonter l'épreuve. C'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on se retrouve. Quand je suis venu ici, je savais que ce ne serait pas facile. Des moments comme celui que nous venons de vivre, j'en aurais beaucoup. Général, vous avez l'air très ému. Je n'ai pas l'air, je suis très ému. Voilà, mais nous remplissons la mission. Ce matin, la mission du général Stolsteiner est aussi d'évaluer la formation des soldats de l'armée afghane encadrée par l'OTAN. Alors, est-ce qu'ils réagissent à l'attaque de flanc là ? À 53 ans, Michel Stolsteiner commande les forces de 11 pays, soit 2500 hommes. Nous quittons Kaboul par le sud pour rejoindre des chasseurs alpins italiens. Salam alaikum. Salam alaikum. 3 fois par semaine, donc 20 à 30 enfants qui viennent se faire soigner. L'aide médicale aux populations vise à saper l'influence des talibans. Mais les Italiens font aussi la guerre. Pour leur patron français, il n'y a pas de problème de commandement. Tout le monde adhère à l'OTAN et par conséquent applique les mêmes techniques. Vous savez, dans l'OTAN, on est une grande famille et nous sommes dans l'OTAN. On l'aura compris, le général français, comme beaucoup de militaires, approuve le retour de la France dans l'OTAN. La France reprend toute sa place au sein de l'OTAN au moment même où chacun s'accorde à dire que cette guerre telle qu'elle est menée ne peut plus être gagnée, d'où l'urgence d'une nouvelle stratégie, car un échec en Afghanistan aurait forcément des conséquences sur l'avenir de l'OTAN. Retour en France avec le début demain de la semaine du développement durable. On connaît les maisons économes. Et bien dans quelques années, nous serons peut-être tous invités à travailler dans des immeubles de bureaux comme celui que vous allez découvrir, des immeubles économes. Donc il s'agit de la première tour à énergie positive. Elle sera inaugurée après-demain à Dijon. Reportage Agnès Monteux, Frédéric Faure. On dirait cette tour armée d'une protection comme un bouclier ou un casque. Un grillage en fait, plein sud, pour limiter la chaleur des rayons du soleil. Son combat, éviter tout gaspillage énergétique. Son arme, un tapis de panneaux solaires qui recouvre le toit et produit de l'électricité. Et en dessous, l'idée, c'est de réussir à en consommer moins. Par exemple, tout s'allume et s'éteint automatiquement quand quelqu'un passe. On a des détecteurs de présence au-dessus de chaque bureau. Les détecteurs de présence fait aussi effet de mesurer l'intensité luminaire pour adapter en conséquence l'éclairage. Il a fallu 3 ans et 12 ingénieurs pour achever cette tour où rien n'a été laissé au hasard. La forme ovale pour permettre au vent de glisser,
où l'étanchéité, testée et retestée, et aujourd'hui encore, la surveillance est permanente. Donc les essais d'étanchéité nous ont montré qu'on avait des petites failles ici, donc ça c'est très important d'avoir une étanchéité parfaite. Lui, il gère les flux d'air du chauffage pour être sûr qu'ils sont bien réglés au minimum. Il ne faut pas qu'on commence à dériver par une installation qui serait déréglée ou en panne. Et donc comme ça nous permettra d'intervenir à temps au lieu d'attendre de recevoir la facture. Un chauffage très astucieux. Les hommes et les ordinateurs produisent de la chaleur. Cet air chaud, rejeté, va réchauffer l'air froid venu de l'extérieur, puis réinjecté dans la ventilation à 16 degrés. Dans cette tour de 10 étages, une petite chaudière à bois à peine plus grande que celle d'un pavillon suffit pour faire le reste. Elle sert très peu souvent puisqu'elle est en fonctionnement seulement quand il fait moins de 1 degré dehors ou pour remonter le bâtiment en température le lundi matin après un week-end d'inoccupation. Bientôt, plusieurs centaines de personnes s'installeront aussi ici. L'attitude de chacun, comme éteindre son ordinateur, jouera pour 10% dans le bilan énergétique de cette tour unique qui n'a pas coûté plus cher qu'une construction classique. Autre édifice beaucoup plus ancien et qui s'offre un coup de jeune. Les premiers coups de pinceau ont été donnés aujourd'hui à la Tour Eiffel. 18 mois de chantier, 60 tonnes de peinture et toujours la même couleur, le brun Tour Eiffel, dont le mélange paraît-il est secret et le brevet déposé, image signée Daniel Lévy. Les sciences, jusqu'où iront les robots? Au Japon, la toute dernière innovation a été présentée. Il s'agit de machines à commande cérébrale. Autrement dit, les ordres sont donnés par la pensée. Regardez, c'est très impressionnant. Juliette Guérin. Lever la main, marcher. Pour le moment, le robot Asimo ne réalise que quelques mouvements simples, mais des mouvements qui seraient uniquement commandés par la pensée humaine. L'activité cérébrale est captée par un casque bardé d'électrodes. Selon les scientifiques, ces signaux sont analysés par un ordinateur, puis relayés vers le robot. Sans lever le petit doigt ou parler, l'humain pourrait donc donner un ordre à Asimo, qu'il effectuerait sur le champ. Nous n'en sommes qu'au stade initial de nos recherches. Nous voudrions aussi savoir ce que les gens attendent de ce robot. Quelles fonctions les intéresseraient? Nous avons un long chemin à parcourir. Un long chemin jusqu'au jour où, selon ces scientifiques, cette technologie pourrait être appliquée à la vie courante, dans les voitures ou pour remplacer les claviers d'ordinateur, mais aussi pour aider les personnes paralysées. Une image de Moscou, nous vous en parlions hier, c'est parti pour 105 jours de huis clos. Rien à voir avec la télé-réalité. 6 cosmonautes volontaires s'enferment dans un caisson pour simuler les conditions d'un vol habité vers la planète Mars. Parmi eux, il y a un Français et, vous l'avez vu, ils ont partagé leur premier repas à bord. On reparle d'argent maintenant, plus fort que les grands patrons, mais très loin de leurs collègues étrangers. Voici le palmarès des salaires ou des revenus des joueurs de football français. Il est publié par l'hebdomadaire France Football. Vous allez voir, on ne connaît pas la crise. Au sommet, Karim Benzema, 400 000 € tout de même par mois. Julien Benedetto, Abdel Zouiwesh. Avec leur compte en banque aussi rempli qu'un stade un soir de finale, les footballeurs ne sont pas à plaindre en ces temps de crise. Salaires, sponsors, contrats publicitaires, le bi-hebdomadaire France Football passe au crible les revenus des stars du ballon rond. Âme sensible s'abstenir, voici des chiffres qui pourraient bien choquer les portefeuilles les plus modestes. Avec 400 000 € de revenus mensuels, le Lyonnais Karim Benzema est le footballeur le mieux rémunéré de la Ligue 1. Suivi de près par le Parisien Claude Makélélé, 380 000 € mensuels, et un autre Lyonnais Juninho, 375 000 € par mois. Quasiment comparables, les salaires des patrons du CAC 40 choquent. Les footballeurs gagnent autant, mais ils ont trouvé un avocat inattendu. Rémunération équivalente. Moi, je me souviens, une des lois du marché, et qui justifie que Zidane, on le paye très cher, c'est qu'on paye cher ce qui est rare. Et des chefs d'entreprise, comme vous, ça n'est pas rare. Et les prix flambent comme jamais partout en Europe. Palme d'or à l'anglais Beckham, dont les revenus mensuels sont estimés à 2 700 000 €. L'Argentin Messi, 2 380 000 € par mois. Et le Brésilien Ronaldinho, 1 630 000 € mensuels, complètent ce podium de millionnaires qui ne connaissent pas la crise. Du cinéma avec un film d'animation, dernière production des studios DreamWorks. Monstres contre aliens, des monstres gentils, chargés de débarrasser la planète de méchants extraterrestres. Marie Jojouan et Daniel Lévy ont assisté à l'avant-première. On dirait
qui sont beaucoup plus près. Et on dirait que les choses elles viennent vraiment vers nous. En fait, c'est bien parce que tu as l'impression que tu es dans l'action. Lunettes nouvelle génération, technologie de pointe, révolution dans le cinéma en relief. Du tournage au montage, tout se fait en 3 dimensions. Sans nausée ni céphalée, les créateurs de Shrek offrent aux spectateurs une immersion confortable dans l'action. C'est une 3e révolution, aussi importante que le passage du muet au parlant ou du noir et blanc à la couleur. Cette 3 dimensions-là est un vrai pas de géant. Je crois que j'ai été heurtée par une météorite. Tu rayonnes. Merci, c'est gentil. Le scénario, lui, affiche ses références aux séries B des années 50, avec pour héroïne une jeune mariée transformée en géante, chargée de sauver le monde, flanquée d'une bande de gentils monstres, issus d'expériences plus ou moins ratées. Un vrai robot de compète. Gigantesque. Regardez ça, la taille de ce pied. Je suis sur le coup, les gars. Je suis sur le... 3D et tradition, des voix d'acteurs pour Monstrueuse en folie. On imagine le casting, le film est traduit en 42 langues. Louise Bourgoin a adoré jouer les géantes. Stéphane Fraisse, lui, est plus mal loti, comme tous les éléments masculins de l'histoire. Ah, ils sont lâches et ridicules. Ils sont tous rien de neuf. pathétiques. Dans le film, bien sûr, mais dans le film, c'est assez drôle. Je m'en fous, je suis un cafard, donc je peux parler des hommes. Humour ravageur et autodérision alimentent cette parodie de film catastrophe où les aliens menacent pour la énième fois le ciel américain. Heureusement, les monstres, eux, gardent les pieds sur terre. Moi, c'est Bob. Je vais un peu vite. J'ai perdu la main. Oh, je suis trop nul. Je crois que ce flanc m'a filé un faux numéro. Voilà, sortie demain. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. Londres, capitale du monde. Barack Obama est en train d'arriver en Grande-Bretagne pour participer au G20. Nicolas Sarkozy, de son côté, hausse le ton. Il menace de quitter le sommet en cas de résultats insuffisants. Et puis ce nouveau signal de la radicalisation du climat social en France. Depuis ce matin, 4 dirigeants de l'usine Caterpillar de Dijon sont retenus à Grenoble dans le bureau du directeur. Dans cette usine de Dijon, 733 emplois doivent être supprimés. Fin de cette édition, pardon pour les petits problèmes techniques que vous avez pu observer il y a quelques minutes. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h35, la suite de votre série de contes et nouvelles du 19e siècle. Ce soir, Claude Gueux de Victor Hugo. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.